Bienvenue au Marketing Café, le podcast dédié au marketing et à l'entrepreneuriat sur le web. Dans ce podcast, on te partage les astuces et les conseils pour créer ou développer un business en ligne qui te ressemble et qui te permet de vivre librement. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode et retrouve-nous également sur notre site lemarketing.café. C'est parti! Salut à tous. Bonjour. Bienvenue au Marketing Café. Cette semaine, on va parler de génération de leads B2B. Donc, des différences avec le B2C, par exemple. Ouais. On va commencer par là. On va rentrer direct dans le vif du sujet, tant qu'à faire. Bah ouais. Donc, gros sujet aujourd'hui. Et donc, on commence par vous parler des différences avec les clients particuliers et les clients professionnels. Ouais, en gros. parce que bon, le lead B2B, si vous n'êtes pas dans le jargon, c'est génération de leads d'entreprise à entreprise, alors que B2C, c'est génération de leads d'entreprise à consommateur, à client, qui n'est pas une entreprise, qui est un particulier. D'entreprise à particulier, quoi, tout simplement. C'est ça. Donc, la première chose dans la différence avec le B2C, c'est que vous allez parler différemment aux gens selon que vous vous adressez à un professionnel ou à un particulier. Ouais, c'est ça. C'est un bon début déjà. C'est la façon de s'adresser à votre client type. Le client type, si c'est une entreprise, tu ne veux pas lui parler comme si c'était un consommateur. Et puis, il faut noter que même si c'est la même personne, vous n'allez pas lui présenter les choses de la même façon, selon que vous vendez quelque chose au professionnel qui a besoin d'aide ou au particulier qui va être plus dans l'achat d'impulsion. C'est ça. C'est-à-dire que c'est rare qu'une entreprise fasse un achat, un gros achat par exemple, sur un coup de tête. C'est plus un achat réfléchi qui va résoudre un besoin, et surtout qui va généralement avoir un retour sur investissement. C'est ça, ils vont se poser la question, regarder ce que ça peut leur apporter, calculer tout ça, alors qu'un client, un particulier va être plus dans l'achat d'impulsion. Quand il verra le produit sous ses yeux, il dira « Ah, ça je le veux, il me le faut ». Ouais, c'est-à-dire que le parcours d'achat en lui-même ne change pas énormément. T'as toujours les mêmes phases du parcours d'achat, en fait. Parce que quand tu veux acheter quelque chose, tu vas d'abord te renseigner, tu vas dire j'ai un problème, je veux le résoudre, comment je vais faire pour le résoudre, et te renseigner sur les différentes options. C'est ça. Ça, que tu sois particulier ou professionnel, la démarche est la même. Mais est-ce que c'est pas plus dur de vendre à un professionnel, justement ? Je pense que c'est plus dur, et je pense que surtout le professionnel va plus se poser la question de s'il en a besoin ou non. Plus le prix est élevé, et plus il va se poser la question. Par exemple, je vais prendre un exemple très bête, mais un programme de coaching à 1 200 €, un professionnel aura plus de chances de se poser la question « est-ce que je le prends ou pas ?» alors qu'un particulier qui veut acheter une télé à 1 200 €, il va peut-être moins se poser la question parce qu'il a envie d'avoir une bonne télé avec une bonne image et un bon son, par exemple. Ouais, c'est ça. Et puis en plus de ça, on parle de coaching de business coach. On parle pas de... Oui, justement, est-ce qu'on peut pas faire l'analogie entre le business coach et le coach sportif ? Oui, voilà. Dans ces cas-là, parce que le coach sportif, pour le coup, il va te vendre le produit certainement, enfin le service certainement pour le même prix. Mais est-ce que tu vas te dire, je vais être plus sportif ? Est-ce que ça va vraiment être plus intéressant qu'un business coach qui va lui te tripler ton chiffre d'affaires ? C'est ça. Et du coup, tu parles pas de la même façon. Enfin, au final, la façon de présenter le produit est quasiment la même, mais le parcours d'achat diffère légèrement à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Et puis, il y a plus de chances aussi de faire miroiter tout ce qui est changement et transformation à quelqu'un quand on lui parle de lui plutôt que de son entreprise. Ouais, la transformation est différente, c'est ça. C'est-à-dire que, après, ça dépend de la personne. C'est pour ça que c'est important d'avoir un client type, toujours. Et c'est... Après, en soi, les différences entre le B2B et le B2C sont pas si énormes que ça, en fait. Non, en fait, c'est surtout une question d'approche de la personne. C'est une question d'approche, c'est une question encore et toujours de résolution de problème. Et pour le coup, quand tu résous un problème et que la personne est prête à payer pour le résoudre, que ce soit une entreprise en particulier, au final, est-ce que ça change grand-chose ? Non, si la personne est prête à payer pour le résoudre, ça change rien. Mais il y a peut-être besoin de plus éduquer ton prospect
quand il est professionnel que quand il est particulier. Ouais. Tu vas avoir besoin de plus lui parler de son problème, lui le bassiner avec son problème, quoi. Vraiment lui rappeler qu'il a un problème. Alors qu'un particulier, tu auras peut-être besoin d'un peu moins lui parler de son problème et un peu plus lui parler des bénéfices que tu vas lui apporter et de comment ces bénéfices vont se traduire dans sa vie, en fait. Ouais. C'est vraiment une question d'approche. Ouais, c'est vrai que c'est l'approche qui est plus ou moins différente. Après, voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte pour ça. Mais bon, déjà, la différence, tout ça pour dire qu'au final, la différence avec le B2C, elle est pas énorme. Les différences, je pense qu'elles vont surtout se faire au niveau du budget. Oui. Mais ça, pour le coup, on va en reparler plus tard. Parce que ça compte dans la génération de leads. Ouais. Et ça peut aussi être différent en fonction que tu vendes un service ou un produit. Oui. Comment tu vas générer tes leads si t'as un service? Comment tu vas générer tes leads si t'as un produit? Ça, c'est une question qui est assez complexe. Ouais. Parce que, encore une fois, ça dépend du type de produit ou de service et surtout du prix. Ouais. Et si le service ou le produit est niché ou non. Ouais. Parce qu'encore une fois, on l'avait déjà dit quand on faisait des lives, il me semble. Mais on avait... en gros, si vous vendez un produit qui est niché ou un service qui est niché, vous pourrez le vendre plus cher que si vous vendez un service ou un produit généraliste. C'est ça. Donc, les services ou des produits, c'est une question qui est vraiment complexe, quoi. Ça va vraiment dépendre de tout un tas de facteurs, en fait. Mais du coup, vu qu'on est plus dans la génération de leads que la vente en elle-même, parce qu'un lead, c'est pas un client encore. Donc ça, c'est important aussi de... Parce que la vente, après, c'est la vente, c'est encore autre chose. Après, la vente, j'ai envie de te dire, c'est pareil qu'un professionnel qu'un particulier. Mais la question, c'est générer le lead. Comment tu vas faire rentrer le lead dans ton fichier? Est-ce que tu le fais rentrer différemment si c'est un service? Est-ce que tu le fais rentrer différemment si c'est un produit? Moi, je pense que c'est plus facile de faire de la génération de leads quand tu fais du service. Parce que quand tu fais du produit, le problème, c'est que la génération de leads, en général, ça repose sur un produit d'entrée gratuit. On va pas se mentir, en général, quand vous faites de la génération de leads, vous collectez une adresse email en échange d'un cadeau, que ce soit un pourcentage de réduction sur votre service ou votre produit, du coup, que ce soit un livre gratuit, que ce soit, je sais pas moi, un cours gratuit, n'importe quoi. Et en fait, ça va être plus facile de vendre un service, parce que c'est vrai que quand vous vendez un produit, c'est difficile de donner gratuitement quelque chose qui est en rapport avec votre produit, en fait. Ouais. C'est plus difficile de donner gratuitement quelque chose qui est en rapport avec votre produit, parce qu'en général, ça va être une partie de votre produit que vous allez devoir, entre guillemets, sacrifier, que de donner quelque chose gratuitement quand vous vendez un service. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Du coup, là, on est sur la différence. C'est est-ce que tu veux vraiment générer du lead pour ton produit? Est-ce que tu veux pas plutôt lui vendre un produit entrée de gamme? Chose qui n'est pas forcément possible quand tu fais de la génération de lead pour le service, ou qui n'est pas forcément possible quand tu vends des services. Il y a certains types d'entreprises qui ne peuvent pas vendre des choses, tout simplement, parce que c'est soit tu vas au bout de la transaction pour le service, soit tu travailles pas avec eux, quoi. Par exemple, quand on parle du modèle classique de faire rentrer quelqu'un dans ton fichier client en lui faisant payer un petit truc pour identifier les acheteurs, c'est des choses qui sont impossibles avec certains types de services. Ouais, mais du coup, là, on est plus dans la génération de leads. Ouais, justement, si. Parce que, est-ce que tu veux des leads acheteurs? Est-ce que tu veux des leads, juste des leads? Disons que, la stratégie classique dont on a parlé dans d'autres lives, c'est, par exemple, tu identifies les acheteurs en leur faisant acheter un truc à 5 euros. Oui. Même si ton service derrière, il est à 400 ou 500. Donc, pour certains cas, c'est possible. Et je pense que c'est une bonne stratégie, vu qu'on parle de stratégie de génération de leads. Parce que si tu fais rentrer quelqu'un dans ta liste en lui faisant payer quelque chose, c'est pas un chasseur de gratuit. C'est quelqu'un qui est prêt à mettre la main à la poche. Donc, c'est déjà un lead qui est plus qualifié. Mais tu peux pas le faire avec tous les services, quoi. Par exemple, un agent immobilier, je prends toujours l'exemple des agents immobiliers, mais t'as pas le droit de toucher de l'argent avant d'avoir fait la transaction. Qu'est-ce que tu peux pas vendre des choses à quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un va t'acheter un truc à 5 euros qu'il est qualifié pour t'acheter un appartement. Donc, parfois, ça n'a pas de sens. Et en plus d'être impossible. Donc, la question, c'est, si tu fais du B2B en vendant des produits,
c'est pas la même approche que si tu fais du B2B, de la génération de leads B2B en vendant des services. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec toi. Du coup, l'approche peut être différente plus à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a une plus grosse différence à ce niveau-là qu'au niveau de la différence avec le B2C. Ouais. Et du coup, comment tu veux gérer cette stratégie? Par exemple, si t'as pas de service, si tu peux pas vendre de petits produits ou de services pas chers, pour générer tes leads, tu vas avoir une approche un peu différente. C'est ça. Et pour les attirer, il va falloir mettre en place des stratégies de génération de leads. Ouais, c'est ça en fait. Et la question, c'est par où tu vas les faire venir, ces leads, quoi qu'il arrive. Et on va rentrer sur le débat, est-ce que tu veux un site web ou est-ce que tu veux pas de site web? C'est ça. Donc là aussi, encore une fois, grosse question, gros débat. Gros débat, site web ou pas site web. Ouais. Moi, je suis partisan d'avoir un site web dans tous les cas, même un petit. Mais après, pour certains, je vois beaucoup de j'appelle ça les vendeurs de formation qui vont te dire que le site web est pas obligatoire. Bon. Comment dire? Le site web, oui, je pense qu'il est obligatoire. La question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Alors moi, mon avis là-dessus, c'est clairement que tu dois avoir un site web, ne serait-ce que pour avoir une carte de visite sur Internet, en fait, une présence. Une belle carte de visite, du coup. Voilà. Ou n'importe quelle carte de visite. Non, une carte de visite qui en jette, mais une carte de visite quand même. Parce que, en fait, moi, mon point de vue, c'est que quand quelqu'un va te chercher sur Google, donc ton nom ou ton entreprise, il faut qu'il puisse tomber sur autre chose que juste des réseaux sociaux et les pages société.com et entreprise, Le Figaro, machin. Moi, en tout cas, quand je veux me renseigner sur une entreprise, quand je tape le nom de l'entreprise ou le nom de la personne, parce que si vous tapez le nom de la personne, en principe, c'est quelque part sur la page de l'entreprise, sur le site de l'entreprise. Quand je tombe sur uniquement ces sites-là et que j'ai beau faire 2-3 pages Google et que je trouve aucun site, moi, perso, ça me donne pas confiance, déjà. Et je me dis, mais je sais même pas ce que cette personne fait, en fait. J'ai son numéro sirène et sirette, j'ai son nom, j'ai son profil LinkedIn, mais je sais pas ce qu'il peut faire pour moi, en fait. Donc, malheureusement, ça vous permet aussi de dire aux gens, moi, je fais ça pour vous. C'est ça. Mais après, tu peux le présenter sur un réseau social, par exemple. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester uniquement sur un réseau social? Moi, je pense que c'est important d'avoir un site dans tous les cas, parce que ça t'appartient, mais je vais y revenir après. Mais j'aimerais bien rebondir sur sur ce que tu dis quand tu recherches un site. Moi, la première chose qui me frappe, quand je tape le nom d'une entreprise et que je vois qu'elle a pas de site internet, qu'elle a juste une page Facebook, par exemple, même une page Facebook alimentée ou pas, je me dis, il y a un côté je m'en foutiste. Et en plus de ça, je me dis, il y a un manque de modernité, tu vois. Je me dis, bon, dans ma tête, peut-être que c'est idiot, hein, peut-être que j'ai tort quand j'imagine ce que pense le chef d'entreprise quand il fait cette démarche-là. Mais je me dis, le gars, il a juste créé une page Facebook pour faire comme tout le monde, parce que Facebook, un jour, il a donné la notification, créer une page pour parler de votre entreprise. Et il l'a fait par obligation, entre guillemets, ou par un manque de connaissance de son marché, peu importe, mais, enfin, je trouve que c'est léger, quoi. Tu te dis, mais il a même pas de site, on est en 2020, qu'est-ce qu'il va faire pour moi, sérieusement Ou même un site, le truc encore pire, c'est un site qui est à l'abandon depuis 2010. Ouais. Où tu vas copyright 2010 dans le footer, ça c'est encore autre chose, mais tu trouves que ça manque de sérieux, quoi. Après, tu peux générer des leads avec un site internet. La question, c'est est-ce que ton image de marque en pâtit pas comme ça? Est-ce que tu te dis pas, j'ai une possibilité de générer un lead grâce à LinkedIn, par exemple, et que la personne va taper son nom avant de donner son adresse mail ou ses coordonnées, et qu'elle voit que t'as pas de site? Ouais. Moi, je pense, personnellement, je trouve que ça fait pas sérieux. Même si c'est juste une page pour dire les services que vous proposez ou pour montrer un portfolio ou des témoignages si vous en avez, pas besoin d'avoir un site hyper professionnel avec, vous savez, les transitions qui disparaissent et qui apparaissent et tout ça, hein. Un one page, c'est bien aussi. Après, je pense que ce qui est important aussi sur le site, c'est d'avoir, de toutes les façons, un CTA quelque part. Quelque part, il faut un bouton pour dire aux gens « prendre rendez-vous, télécharger mon guide, me contacter ». Il faut vraiment que vous disiez aux gens quoi faire, y compris sur votre site. Après, ils vous contactent ou ils vous contactent pas.
ils vous contactent sur le réseau social sur lequel ils vous ont trouvé parce que c'est plus simple que de passer par un mail ou par je sais pas quel processus vous avez mis en place sur votre site, c'est une chose. Mais il faut vraiment dire aux gens, maintenant, vous êtes venus sur mon site, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, en fait c'est un passage à l'action, quoi. Le site sert de passage à l'action. Pour moi, pareil, après, le site, l'avantage du site, c'est que ton site, s'il est bien fait, il est à toi. Et se reposer sur les réseaux sociaux, je pense que je dis ça dans tous les lives depuis le début, mais si t'as pas ta présence qui t'appartient, si demain Facebook décide de te striker, ton business, il est mort, quoi. C'est ça, il faut tout refaire ailleurs. Et tu perds tout, quoi. Et c'est pour ça qu'avoir un site internet qui t'appartient, qui risque pas de se faire dégager du jour au lendemain parce que Zuckerberg a pété les plombs, c'est quand même mieux, quoi. Donc déjà, ça a fait une certaine sérénité. Mais pour en revenir à la génération de leads, la question pour te faire un site web, c'est quel est son but, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton site web ? Est-ce que tu veux que ce soit juste une carte de visite, comme tu le disais ? Est-ce que tu veux qu'il se serve vraiment de passerelle pour générer des leads ? Comment tu fais, quoi ? Quel est le but ? C'est la question à se poser, en fait. Ouais. Et du coup, c'est là par rapport aux produits ou aux services, si tu vends des produits, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un e-commerce dans un premier temps ? Alors, quand j'ai dit une carte de visite, pour moi, ça doit être au moins une carte de visite. C'est qu'on doit au moins avoir un site web pour avoir une carte de visite sur Internet. Après, ça peut avoir une toute autre finalité, mais au moins, basiquement, dire mon entreprise, elle fait ça, qui je suis, qu'est-ce que je fais pour vous ? Et comment vous pouvez me contacter ? C'est ça, au minimum. Après, c'est sûr que vous pouvez tout à fait étoffer, ça doit pas juste être une carte de visite, hein. On s'entend bien, ça peut être, vous pouvez vendre des produits dessus, vous pouvez décider de l'utiliser comme tunnel de vente derrière. Ouais. Mais pour moi, ça doit être au minimum ça. Vous devez au minimum avoir une page sur Internet qui est à vous, au nom de votre entreprise, avec votre nom quelque part, et que renvoyer dessus depuis les réseaux sociaux pour en savoir plus, ou quand les gens tapent votre nom ou le nom de votre entreprise sur Google, pouvoir leur montrer cette page, en fait, tout simplement. C'est le minimum pour moi. C'est pour avoir être professionnel, quoi. C'est ça. Quand les gens viennent te voir, quand les gens te recherchent, quand les gens tapent ton nom sur Google, qui trouvent au moins ton site, quoi. C'est ça. Même si t'es pas forcément premier quand on tape le type d'entreprise que t'as. C'est ça. Au minimum, quand on tape le nom de votre entreprise, tombez sur votre site. Ouais, c'est ça. Après, donc, ça peut être quelque chose de très élaboré, avec toute une stratégie derrière. Comme disait Benjamin, un catalogue de produits, mettre un espace membre derrière pour les gens qui achètent, faire des stratégies d'acquisition, tout ça, il n'y a aucun problème, mais au minimum... Ouais, du contenu. C'est ça, ou du contenu aussi. Le contenu, c'est important. Ouais. Le contenu sur le site, c'est très important aussi. On peut s'en servir pour le référencement. Et le référencement, c'est notamment un canal d'acquisition dont on va parler. Parce que si ton site web peut devenir un canal d'acquisition, pour le coup. Ouais. S'il est bien référencé, ou s'il te sert de deuxième étape après un premier contact sur n'importe quel réseau social. C'est ça. Maintenant, la question, c'est où est-ce que tu vas chercher... quel est le meilleur canal d'acquisition pour du B2B ? La question à 10 000 € par mois. La question à 10 000 € par mois. Eh ben, moi, je pense que les meilleurs canaux d'acquisition pour du B2B, encore une fois, ça dépend de ton persona. Ouais. On en revient toujours au même endroit. On en revient toujours à la même question. Ça va dépendre de où sont tes clients potentiels. Tes clients potentiels, ils peuvent être autant sur TikTok que sur LinkedIn. C'est en général plus sur LinkedIn, mais... TikTok, je les vois mal, les mecs sur TikTok avec du B2B quand même. mais voilà, ils peuvent être sur n'importe quel réseau social. En fait, c'est à toi de savoir où ils sont. C'est ça, faut que tu apprennes à le connaître, quoi, tout simplement. Maintenant, il faut voir comment tu les utilises, ces canaux d'acquisition. C'est comment tu vas les utiliser facilement, qu'est-ce que tu vas mettre sur les réseaux sociaux si c'est un réseau social que tu vas utiliser, qu'est-ce que tu vas faire pour bien le référencer si tu veux faire du référencement avec le site web, justement. Parce qu'il faut pas se faire d'illusions, hein. Je dis ça comme ça, mais les réseaux sociaux, pour le référencement, c'est 0. Hein. Ça va un peu aider l'algo de Google, mais quand je vois des gens qui me disent « Ouais, mais si je suis bien placé sur Facebook, je serais bien référencé sur Google », pas du tout. Hein. C'est Google, il va aller voir Facebook si tu as un bon article en concurrence avec un autre article de quelqu'un.
Mais bon, bref, je m'égare un peu, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Dans l'idée, c'est le référencement. Si t'as un bon site web, ça peut marcher. Mais la question étant, est-ce que les gens vont taper ce que tu fais? Est-ce que les gens vont taper leurs problèmes sur Google? Ou est-ce que tu vas devoir les éduquer? Et ça, encore une fois, c'est à voir avec vos clients types. Ouais. Et faut savoir si les gens sont au courant du problème que vous pouvez régler ou pas. S'ils le sont pas, il faut réfléchir un peu stratégie. Parce que s'ils sont pas au courant du problème que vous réglez pour eux, bon ben là, on parle plus d'un problème de business model que de génération de leads. On va partir du principe que vous avez déjà un problème à résoudre que les clients trouvent facilement, dont les clients sont conscients plutôt. Ouais. Dont les clients sont conscients. Et dans ce cas, où vont traîner, entre guillemets, les gens qui sont conscients de leurs problèmes? C'est là que vous devez être. Généralement, LinkedIn, beaucoup vendent LinkedIn comme l'Eldorado du B2B. Mais est-ce que c'est forcément vrai à chaque fois? Je pense que ça dépend, encore une fois, de la personne à qui tu t'adresses. Je pense que LinkedIn, c'est surtout un réseau, pour moi, de l'expérience que j'en ai fait, c'est surtout un réseau qui va être pour trouver un travail. Ouais. Pour t'adresser à des entreprises déjà installées, si tu veux quitter ton travail ou que tu es en recherche de travail actuellement, c'est plutôt un réseau qui va être comme ça, d'aller toquer, en fait. C'est comme si vous étiez propulsé directement dans le bureau d'un des managers ou du PDG. C'est la facilité, en fait, de l'accessibilité des gens, en fait, qui va être bien sur LinkedIn. Après, est-ce que c'est le top pour la génération de leads? Comme tu dis, t'as un accès aux décisionnaires. Donc, ouais. Si tu veux être recruté, ça va être un RH, par exemple, je sais pas. Mais le problème, c'est que, pour la génération de leads, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la prospection sur LinkedIn, en fait. Ouais. Et que, du coup, les gens sont un peu saoulés, quoi. Ouais, mais de toute façon, les gens sont toujours saoulés. J'ai envie de te dire, si ton produit est bon et que tu prospectes bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, il faut le dire, que ce soit pour la publicité ou le business en général, il y a 90% des gens qui font des trucs tout pourris, quoi. Ouais. La prospection, quand je vois qu'on me prospecte sur LinkedIn, j'ai envie de répondre, mais va apprendre à prospecter, quoi. C'est juste nul. Donc, si tu prospectes bien, quand tu vois le nombre de messages pas personnalisés que tu reçois... Ouais. Faites gaffe au copier-coller. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, tu le vois, quoi. Du coup, tu t'en rends compte tout de suite quand c'est un copier-coller. Je veux dire, c'est comme si toi, tu recevais un message « Bonjour monsieur », quoi. C'est ridicule. Tu sens que le mec est même pas allé voir ton profil ou n'a même pas lu ton prénom. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est Monsieur, madame aussi. Ouais, c'est ça. Monsieur, madame. Non, mais attends, il y a mon nom, mon prénom, ce que je fais, qui est écrit noir sur blanc sur mon profil. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Du coup... ça veut dire que c'est une opportunité pour prospecter sur LinkedIn. Quand les gens font... Si vous faites l'effort de prospecter sur LinkedIn, parce que là, on parle de B2B, donc l'avantage de LinkedIn, c'est que tu vas pouvoir aller chercher quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui est ta cible. Si, par exemple, tu t'adresses à, j'en sais rien, moi, aux boîtes de recrutement, j'en sais rien, vu qu'on parle de recrutement, il y a des boîtes spécialisées dans le recrutement. Si tu t'adresses à eux, tu vas les rechercher sur LinkedIn. Tu vas chercher recruteur, ou je sais pas comment on peut trouver le titre, mais ce titre doit exister. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir ajouter ces gens avec un message personnalisé. C'est plus simple. Ou les ajouter et faire profiter de ton contenu et créer de la valeur comme ça. C'est une bonne stratégie de génération de leads. Par contre, si tu travailles avec des boutiques, des coiffeurs, des épiciers, c'est du B2B aussi. Ça va être plus compliqué sur mais LinkedIn. LinkedIn, c'est mort, j'ai envie de te dire, parce que je sais pas, mais là, au hasard, je vais sur LinkedIn, je tape coiffeur, je vais en trouver 8, quoi. Moi, j'ai essayé de taper tout ce qui était boutique en ligne, e-commerce, artisan et tout, sur LinkedIn. C'est dur. Soit c'est des profils à l'abandon. Les gens qui viennent, qui vous acceptent et qui vont plus jamais sur leur profil. Soit c'est des gens qui vont être déjà très bien installés, qui connaissent la puissance des réseaux sociaux et qui, donc... en fonction de ce que vous vendez, auront pas forcément besoin de votre solution puisqu'ils ont déjà quelque chose qui tourne, quoi. Ouais, c'est ça. Et si c'est un truc qui tourne, après c'est... Mais après, ça dépend du problème, hein. Mais bon, en général, si leur entreprise marche bien et tourne bien,
ce sera pas forcément la cible du problème que vous allez soulever, on va dire. Ben ouais, après voilà, c'est pareil, ça dépend ce que tu fais, parce que bon, nous on dit ça parce qu'on est dans la génération de leads justement, et dans le développement commercial grâce au web. Donc forcément, nous on va plutôt chercher des gens qui veulent développer leur entreprise, mais en B2B, si tu vends du matériel professionnel par exemple, bon bah que l'entreprise elle cartonne ou pas, ça vaut le coup d'aller les voir. Ça change rien. C'est sûr que si tu vends du matériel à des restaurateurs, bon, et ben que l'entreprise tourne ou pas, ben le mec il aura toujours besoin d'une hotte, quoi qu'il arrive. Une hotte plus perfectionnée ou pas, peu importe. Mais est-ce que tu vas le trouver sur LinkedIn? Moi j'irais plutôt sur Instagram par exemple pour les restaurateurs. Instagram, Facebook. Je pense qu'avec Instagram, Google. Pour les commerces locaux, Google ça marche bien. Pour les commerces locaux, Google ça marche bien, mais quand tu es commerce local, quand tu vends du matériel aux commerces locaux, ben est-ce que la personne qui a le problème, qui a besoin de matériel, est-ce qu'elle va forcément le taper sur Google? Ah non, moi je parle de trouver tes clients. Moi je parle de générer des leads en B2B. Ah oui, non, moi je parlais de trouver des clients comme on parlait de prospecter sur LinkedIn. Là je parlais de nous trouver des clients sur Google pour des commerces locaux. Ça marche pas mal. Ouais. Pour les générer, effectivement, il vaut mieux les taper sur Instagram. Voilà. Parce que si toi, quasiment tous les restos n'est pas sur Instagram. Voilà, mais disons toi tu vises les restaurateurs. Mais est-ce que le restaurateur il a le temps d'aller sur Google? Non. Et de taper des trucs? Généralement, il y a peu de requêtes. Après, éventuellement pour les... Enfin, quand vous vendez vraiment des produits spécifiques comme ça peut être pas mal de mettre des recherches... Comment je peux dire ça? En gros, de pas juste inclure dans vos... que vous fassiez du SEO ou de la publicité sur Google. De pas juste inclure, par exemple, hôte de restaurateur ou hôte de restaurant ou hôte aspirante, je sais pas comment ça s'appelle, de mettre plutôt hôte prix ou hôte comparaison, de mettre vraiment des choses qui vont dire qu'en gros, les clients sont chauds pour acheter, en fait. Ouais. Je sais pas si c'était compréhensible, ce que je veux dire. Bah après, mais là, on est sur la stratégie de référencement, quoi. Et la question, c'est si les clients... La question, encore une fois, c'est est-ce que le client a besoin d'être éduqué? Si le client a besoin d'être éduqué, tu vas pas viser les mêmes mots-clés qu'un client qui sait déjà qu'il a un problème. Le client qui sait déjà qu'il a un problème, il va taper comparaison hotte. Ouais, voilà. Parce qu'il faut qu'il achète une hotte. En général, si ta cuisine elle pue, tu sais qu'il te faut une hotte. Mais du coup, tu risques d'avoir plus de résultats en misant sur des mots-clés de gens qui sont chauds, prêts à passer à l'achat, que en misant sur des mots-clés du style hotte aspirante, je sais pas moi, des mots-clés qui sont hyper génériques pour éduquer les prospects, en fait. Hotte aspirante professionnelle. Haute aspirante restaurant, haute aspirante X couverts par jour. Voilà. C'est des choses qui sont déjà plus proches de l'achat que juste... Là, typiquement, on n'est plus dans la génération de lead, on est carrément dans la vente de produits, quoi. C'est-à-dire que si le gars, il tape haute aspirante 300 couverts par jour, donc avec une cuisine qui tourne bien, il sait qu'il lui faut une hotte, il sait que ça existe, ou il sait pas, mais peu importe. Et s'il arrive sur le produit qui lui dit hotte aspirante 300 couverts par jour et que c'est dans son budget, il va l'acheter, quoi. C'est ça. Et si les avis sont bons, si vous avez un site web, il va l'acheter. Mais là, on est plus sur la génération de lead, là on est carrément sur l'achat de produits, l'achat B2B, et on est encore sur autre chose. Mais justement, comment vous allez faire quand le pro que vous visez est pas forcément au courant qu'il existe ce type de produit? C'est de ça qu'on parle, en fait. C'est comment tu vas lui faire découvrir que tu as des produits comme ça, comment tu vas le faire rentrer dans ton fichier client pour lui dire au fait, j'ai ça qui peut correspondre à ton restaurant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je dirais les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Et pour le coup, tu vas peut-être lui vendre des produits moins chers, et là, tu vas faire rentrer des leads qualifiés comme ça, lui vendant des ustensiles de cuisine qui coûtent pas très cher, c'est ça, sur lesquels tu marges peu, mais qui vont peut-être te permettre derrière, par le fait que la personne est entrée dans ton fichier client et que c'est pas un chasseur de gratuit, de lui vendre plus de trucs, quoi. Lui vendre derrière. Tu dirais, tiens, tu m'as acheté des ustensiles pour cuisiner sur ta nouvelle plaque. T'es au courant qu'on a aussi une super hotte et paf, voilà, c'est comme ça que tu fais rentrer un lead et que tu le transformes derrière. Mais bon, on s'égare un peu, on n'est plus dans la génération de lead, là. Ouais.
Bon, de toutes les façons, j'allais dire, si un client est satisfait de ton service ou de ton produit, il y a de grandes chances qu'il revienne. Hein. On va pas se mentir. Hein. Si ce qu'il y a d'autre dans le catalogue de services ou de produits est adapté à ce qu'il recherche et adapté à ses besoins, il y a de grandes chances qu'il revienne. Hein. Ben c'est ça. S'il est satisfait de ton produit à 10 €, il va te dire je vais te contacter le produit à 100. C'est ça. Et ainsi de suite. Et après voilà, hein, ça dépend. Hein. Mais bon là on est sur la vente, on est plus sur la génération de leads, on est plus trop sur les canaux d'acquisition. Ouais. Mais pour le coup, pour revenir aux canaux d'acquisition, le restaurateur ne sera pas sur LinkedIn. Ça, je mettrai quasiment ma main à couper. Hein. Il n'y aura pas de restaurateur sur LinkedIn. Ou alors il y sera, mais il sera pas actif. Ouais, c'est pas misé sur le bon cheval. C'est ça, tu vas taper, tu vas trouver 300 gérants de restaurants. Tu vas les ajouter, tu vas leur envoyer un message et puis ils te répondront jamais. Ils te répondront soit jamais, soit il va t'accepter 6 mois plus tard. C'est ça. Il y en a plein qui font ça. Ça fait des mois que je prospecte plus sur LinkedIn, que j'envoie plus d'invitations sur LinkedIn. J'ai encore des gens qui acceptent des invitations aujourd'hui. Moi aussi. Alors que j'en ai pas envoyé depuis, je pense, octobre. Quelque chose comme ça. Donc, bon, j'abuse, mais oui, je sais qu'il y en a qui... Ouais, il y en a qui se connectent très très rarement. Que j'ai ajouté en octobre, qui m'acceptent et qui m'envoient un smiley, quoi. Donc, tu te dis, t'es là, tu vois la notification sur ton téléphone, tu vois un smiley, tu te dis, mais qui êtes-vous? Et en fait, c'est quelqu'un que t'as ajouté 6 mois avant. Enfin, bref. Du coup, LinkedIn, c'est vrai que c'est pas le réseau où les gens sont le plus actifs et où il y a tous les types d'entreprises. Par contre, tout ce qui est consultant, tout ce qui est... tout ce qui est marketing, bon, bah, forcément toutes les agences marketing sont sur LinkedIn, et tout ce qui est entreprise, grosses entreprises, on va dire. Là aussi, quand vous tapez le nom d'un poste ou même le nom d'une entreprise, ça arrive bien souvent que vous ayez accès à la page entreprise et que vous ayez toute la liste de tous les employés de l'entreprise qui sont présents sur LinkedIn. C'est ça. Et ça aussi, pour trouver un décisionnaire, si vous tombez sur une personne qui est dans la bonne entreprise, mais pas forcément le décisionnaire, ça peut être cool d'aller chercher dans la page d'entreprise s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus haut placé pour correspondre directement avec cette personne. Ça, c'est vrai que c'est la grosse facilité de LinkedIn, c'est la facilité à trouver des décisionnaires, s'ils ont bien rempli leur profil, évidemment. Mais s'ils l'ont bien rempli, on peut trouver et identifier les décisionnaires plus facilement qu'avec un canal comme le cold emailing, par exemple. Ouais. Ça, c'est un canal d'acquisition aussi, en génération de leads, les envoyer des emails à froid. On peut se servir de LinkedIn pour se créer une base d'emails, d'ailleurs. Ouais. Ça peut être intéressant aussi. Bon, faut pas y en abuser parce que voir comment faire ça par rapport à la RGPD, tout ça. Mais bon, en partant du principe que tu as les accords des gens pour être contactés par mail, tu as le droit par défaut à froid RGPD ou pas. Ouais. De toute façon, ça t'as le droit. T'as tout à fait le droit en tant que professionnel d'envoyer un mail à un autre professionnel en lui disant bonjour, je vous présente mes services. Ne l'inscrivez pas à votre liste pour recevoir votre newsletter. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il dit, en fait, il faut que ça soit comme si vous voulez envoyer un mail de votre boîte à la sienne et pas par un logiciel. Genre, si vous avez MailChimp, vous amusez pas à ajouter 10 personnes dans votre liste sous prétexte que c'est des pros et que vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de dire tiens, j'ai repéré que machin, gérant de l'entreprise machin, qui est tout à fait ma cible, je vais lui envoyer un email sympa pour lui présenter mes services. Voilà, c'est de la prospection qui marche bien. Ça, t'as le droit. Après, tu le fais bien, tu le fais pas bien, c'est un autre débat. Évitez de les harceler. Ouais, c'est si vous répondent pas. Voilà. Essayez de prendre contact avec eux par un autre moyen, du genre LinkedIn, par exemple. C'est ça. Mais ne leur envoyez pas 25 emails, un par jour pendant un mois, jusqu'à ce qu'ils répondent. tu les inscris à ta séquence, parce que tu l'envoies depuis ta boîte mail, en fait. C'est ça, manuellement. Et dernières heures pour profiter de la formation à 997 €. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Enfin, donc, voilà, donc l'email, c'est aussi un bon canal d'acquisition, puisque, bon, on parle un peu de tous les canaux d'acquisition en même temps, parce que c'est vrai qu'en fonction de ta cible, bah, tu vas pas aller au même endroit. Mais l'email, pour le coup, c'est clairement le canal universel, j'ai envie de dire. Ouais. Après, c'est moins, on va dire, personnel que quand tu discutes avec quelqu'un. Quand tu as un contact avec quelqu'un sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est une boîte de messagerie instantanée. C'est moins personnel de discuter par email. Il y a plus de distance que de discuter sur un chat, sur un réseau social. Encore une fois, je sais pas, ça dépend de la façon dont tu tournes ton email et ça dépend de la façon dont tu tournes ton message LinkedIn. Ouais. LinkedIn, par exemple, je trouve ça ridicule d'envoyer un message comme si c'était un email. Madame, monsieur, déjà, bon, tu vois. Non, mais justement,
je trouve que la façon d'utiliser un chat, hein, comme il est, c'est-à-dire pas en faisant des tonnes et en mettant des cordialement, on a déjà dit cordialement sur LinkedIn. Hein, moi tout le temps, mais bon, c'est ridicule, mais c'est un autre débat. Voilà, non mais le tourner comme un chat en fait, dire bonjour quand c'est une nouvelle journée, signer parce que la personne ne te connaît pas au début, mais l'utiliser comme un chat, pour moi il y a plus de proximité que d'utiliser l'email qui est quand même assez distant. Moi je trouve que déjà signer sur LinkedIn, je trouve ça ridicule. Et ton nom qui apparaît en gros sur le... Soit tu l'utilises comme un chat, soit tu l'utilises pas comme un chat. Moi je le signe au début pour la prise de contact. Ouais, bah quand t'ajoutes la personne. Ouais. Après ouais. ça dépend si mais quand la personne me message. répond, qu'on discute comme si on était sur Facebook par exemple, hein, comme quand j'étais avec ma mère sur Facebook, je signe pas à la fin. Mais la prise de contact, je signe parce que je trouve ça cordialement ta fille. C'est ça. tu dois pas faire ça sur un chat avec quelqu'un que tu connais, donc pourquoi tu le fais sur LinkedIn? Enfin, moi je trouve ça ridicule. Même, je pense qu'il faut utiliser LinkedIn de façon. Bah déjà, je trouve que si tu mets les cordialement, ça fait copier-coller, même si ça l'est pas. Et ça me gêne perso. Donc bon, peut-être que je dis une bêtise, hein, peut-être que les gens le voient pas comme ça, mais. Déjà, peut-être te démarquer au niveau de la prospection. Ouais. Mais ce que j'allais dire par rapport à l'email, contrairement à LinkedIn, c'est que quand t'envoies un mail, pour la génération de leads, c'est bien, mais t'es en demande, quoi. Et t'es plus dans la prospection que dans l'attraction de leads. Après, quand on dit génération, on parle des deux. Donc, génération, ça parle un peu des deux. T'as attraction et prospection, c'est deux choses différentes. Mais quand t'es dans la prospection, bon... Moi, je trouve que la prospection, c'est difficile, quoi. Ouais. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement tout le temps des gens qui prospectent que si t'arrives à faire venir la personne à toi, t'as gagné. Bah, je pense que la prospection, à la limite, c'est plus adapté quand t'es dans une niche où il n'y a pas trop de concurrence. Bah, typiquement, quand ton prospect n'est pas éduqué, par exemple. Ouais. Si ton prospect n'est pas éduqué, prospecte. Présente-lui tes services. Ouais. Si vous avez pas de... quand vous faites une recherche hein, pour votre étude de marché hein, notamment, quand vous remarquez qu'il n'y a pas tellement de gens qui font la même chose que vous, voire pas du tout, ça peut être pas mal de prospecter. Parce que vos prospects, par exemple, ils peuvent se retrouver tout seuls et se dire heureusement qu'il y a quelqu'un qui finit par s'intéresser à moi pour m'aider. Alors que quand vous faites la même chose que 50 000 autres personnes en France, bon... c'est peut-être mieux de les laisser venir à vous parce que vous êtes plus attractif que le copain qui fait la même chose. C'est ça, c'est-à-dire que si tu vas, je reprends l'exemple du restaurant hein, pour rester dessus, c'est si tu vas vendre une hotte, tu peux envoyer un mail en disant je vends des hottes. Le mec il va te dire merci, mais si j'ai besoin d'une hotte, je sais où la trouver quoi. Surtout qu'en plus il doit en recevoir plein, des newsletters, des boutiques qui lui envoient des trucs, courriers machin, papier. Voilà, c'est... Il y en a qui en font encore hein. Ouais. Et pour vendre des trucs professionnels et bon, voilà. Mais voilà, et après, c'est de la prospection, l'attraction. Mais après, il y a un autre truc pour faire de l'attraction. Et je trouve qu'on avait un bon enchaînement tout à l'heure avec LinkedIn, les décisionnaires, c'est la publicité. Ouais. Par exemple, avec la publicité LinkedIn, commençons par la publicité LinkedIn. Ouais, parce qu'on en parlait, tu peux cibler les décisionnaires. Tu peux dire, je veux montrer ma pub à des décisionnaires. C'est une option de LinkedIn, par exemple. Ouais. Et en fait, LinkedIn, le gros avantage en fait quand vous faites de la pub LinkedIn, c'est que vous avez vraiment, c'est vraiment granulaire en fait au niveau des postes et des niveaux d'emploi possibles en fait. C'est vraiment très très détaillé au niveau des entreprises. Il y a vraiment une variété en fait de ciblage d'entreprises qui est assez dingue en fait. Et du coup, si vous vous adressez vraiment à des professionnels d'un secteur particulier, d'un type particulier d'entreprise, qui font un type particulier de choses, hein, d'activités, vous pouvez vraiment le chercher et beaucoup plus facilement que sur les autres réseaux sociaux. L'avantage, c'est que tu peux choisir comme ciblage, avec la pub ou avec le Sales Navigator, mais c'est un autre débat, tu peux cibler la taille de l'entreprise. Tu peux cibler le secteur d'activité. Par exemple, si tu te dis, moi je travaille avec des entreprises qui ont entre 10 et 50 en effectif, tu peux le faire sur LinkedIn. Sur Facebook, c'est impossible. Facebook, déjà, il n'y a pas tous les corps de métier, pour commencer. Facebook, tu dépends de la capacité de la personne à remplir son profil. C'est ça. C'est-à-dire que si la personne remplit son profil en disant « je fais tel métier », ça marche. Ouais. Alors que LinkedIn, il va recouper. Ouais. LinkedIn, il va voir que si la personne travaille dans telle entreprise et que l'entreprise, elle travaille dans tel secteur, ça va montrer la pub à
Il me semble qu'en plus, LinkedIn t'oblige, non, à choisir un secteur pour compléter ton profil. Je suis pas sûr que... Je sais pas, parce que le profil, moi, ça fait 10 ans que je l'ai créé, donc je sais plus. Il me semble que quand vous rentrez votre poste et votre entreprise, s'il connaît pas l'entreprise, en fait, il vous oblige à mettre un type de secteur, en fait. Peut-être, je sais pas. Pour pouvoir valider, si vous ne pouvez pas valider. Ah, donc, c'est possible. Donc, du coup, il voilà. me semble que j'avais dû le faire. C'est pour ça que le ciblage est plus précis sur LinkedIn, c'est grâce à ça. Et oui, c'est vrai qu'après, les secteurs sont quand même très larges. Hein. Ouais. C'est soit très large, soit trop précis. Bon, ça, c'est un défaut. C'est pas vraiment un défaut parce que quand même, ça va. Mais voilà, c'est l'avantage de la publicité LinkedIn, mais c'est pas la seule publicité. Du coup, est-ce que la publicité aujourd'hui c'est intéressant en B2B? C'est toi l'experte? Eh ben, encore une fois, ça dépend du persona. Ouais. C'est-à-dire que plus votre cible va être présente sur les réseaux sociaux et plus ça va être intéressant. Si vous vous adressez par exemple aux petites entreprises du style les restaurants, comme on avait dit, hein, allez sur Instagram. Vous savez qu'il y en a 12 000. Vous tapez restaurant dans la recherche ou #restaurant pour avoir plus de résultats. Vous avez des dizaines de milliers de publications de restaurants et pas uniquement de personnes. Si votre cible, c'est une entreprise de RH, hein, puisque c'était l'exemple de tout à l'heure aussi, est-ce qu'ils vont être vraiment sur Insta ? Ils vont peut-être y être au niveau personnel, mais je suis pas sûre qu'ils aient des comptes professionnels. Tu peux pas les cibler de toute façon, parce que vu que là on parle de publicité, tu peux pas cibler quelqu'un. Bah si, tu peux cibler ressources humaines sur Facebook. Ouais. En faisant la recherche, parce que Facebook et Instagram c'est la même régie de publicité. Hein. Donc tu peux chercher par exemple ressources humaines en poste. Ouais. Oui, bon, peut-être pas, hein, mais tu peux chercher des postes. Mais la personne, si elle a enregistré son post dans Facebook et qu'elle a une pub pour son travail sur son fil Insta perso, c'est pas dit que ça marche. C'est en général quand vous utilisez un compte pour votre utilisation personnelle, vous vous en foutez un peu de voir des pubs pour votre travail. Ouais. Surtout si vous n'êtes pas patron d'entreprise, par exemple. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de cibler des gens qui sont dans des grosses entreprises sur LinkedIn, sur Instagram, par exemple ? Je pense pas. C'est-à-dire que pour le coup, sur les grandes entreprises, il vaut mieux aller attaquer directement le décisionnaire de toute façon. C'est ça. Même en général, hein, si tu veux générer des leads. Puis en plus, avec les gens qui mettent n'importe quoi sur Facebook comme poste et comme entreprise. Hein. Ouais, qui est CEO d'Apple et qui a fait des études à Harvard. Alors c'est ça. Ou vendeuse de rêve chez Louis Vuitton, par exemple. Ouais, c'est ça. Si vous travaillez par exemple avec les marques de luxe, hein, les maroquiniers de luxe par exemple, hein, je sais pas moi, vous allez taper Louis Vuitton dans les intérêts, ça y est, hein, j'ai regardé l'autre jour. Vous allez tomber sur 12 000 personnes qui ont 12 ans et qui ont mis ça pour s'amuser dans leur profil. Et là, pour le coup, dans les intérêts, c'est plus du B2C, par exemple. C'est ça. C'est ça. Mais encore une fois, ça apparaît dans les intérêts, mais est-ce que ça apparaît dans les postes ? Vuitton, par exemple. Ça apparaît dans les employeurs. Employeurs, ça apparaît. Ouais, ça apparaît dans les employeurs. Mais Vuitton, je veux dire, t'as 3 personnes ciblables, clairement. Oui, voilà. Au niveau mondial, t'as... Oui. Donc, génération de leads, c'est un intérêt à charbonner pour aller choper le décisionnaire de chez Vuitton en fonction du... Mais t'as plus de chances de le trouver sur LinkedIn que sur Facebook. C'est ça. En allant le démarcher sur LinkedIn directement, t'as plus de chances de le trouver qu'en lui faisant une pub sur Facebook pour ton service. C'est ça. Mais en admettant que la publicité Facebook, tu vas la faire sur un secteur qui marche, qui est sur Facebook, comment tu vas faire la publicité ? Est-ce que c'est intéressant ? Par exemple, si je te dis demain, moi je veux cibler tel truc, il est sur Facebook, comment tu fais pour générer des leads ? Bah déjà, il faut que tu te dises, est-ce que l'intérêt que tu recherches, donc le type de prospect que tu vas chercher à cibler, hein, est-ce qu'ils sont au courant ou pas qu'ils ont un problème ? Et donc du coup, tu vas tourner ça différemment. C'est de la pub que tu vas tourner différemment. C'est ça. En fait, tout le secret en fait de la pub, limite maintenant, c'est même plus dans l'audience parce que, enfin justement, j'ai lu un article là-dessus l'autre jour, c'est que l'IA de Facebook, elle est tellement avancée maintenant grâce aux données qu'elle a, et ça fait des années hein, qu'il gère des pubs et tout ça, que à la limite, l'audience, c'est même plus un critère déterminant pour générer des leads et faire des ventes. Maintenant, ce qui compte vraiment, c'est vraiment le corps en lui-même de la publicité, c'est-à-dire le texte, l'image. C'est vraiment ce qui est
important de tourner de la bonne façon et donc de le tourner de la bonne façon pour les prospects. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, en gros, tu cibles toute la France et tu mets bien ton corps de publicité et tu dis à Facebook, débrouille-toi. À la limite, oui. C'est-à-dire que même si tu veux cibler, telle entreprise, tu mets le type d'entreprise dans la publicité, dans le corps de la publicité. Tu mets pas forcément en intérêt au poste, mais l'algo de Facebook, en lisant ta pub, il va se dire, je vais aller chercher à droite à gauche. Alors moi, pour ça, je conseillerais de tester les deux. Mais par exemple, tu peux conseiller de faire une pub avec 0 audience, quoi. Ouais. Limite, tu cibles la France, quoi. Limite, ouais. Après, encore une fois, ça dépend. Par exemple, quand on prend l'exemple des agents immobiliers, on avait dû faire de la pub pour des agents immobiliers en B2B il y a quelques temps. On aurait ciblé la France entière, je pense qu'on se serait ramassé. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui est très répandu. C'est répandu au niveau de la population, mais sur Facebook, c'est pas vraiment très répandu. Il y a peu de gens qui rentrent leur poste. C'est ça. Il n'y a pas énormément de gens qui rentrent leur poste actuel. Et de toutes les façons, au pire, ils vont dire travail chez Orpi. Ils vont pas dire agent immobilier chez Orpi. Donc, du coup, on en revient au débat de dire est-ce que, du coup, il faut mettre une audience large ou pas. Et du coup, la question, c'est est-ce que d'après cet article-là, si tu dis je cible toute la France et tu parles agent immobilier dans ta pub, dans le corps de ta pub, et que Facebook, il va la lire avec son IA, son algo, etc., il va voir que il va plus ou moins comprendre que tu parles des agents immobiliers, est-ce qu'il va aller chercher automatiquement des gens qui bossent sur RP ou Century 21, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire? Ah, en fait, personne sait... Non. En fait, le mieux, dans ces cas-là, c'est vraiment de faire un test. C'est-à-dire que si votre intérêt apparaît et que vous avez suffisamment de personnes, je vais pas vous mentir, s'il y a 1200 personnes dans votre audience, cherchez autre chose. Cherchez à voir un peu plus large. Une bonne audience de test, c'est entre 100 000 et 200 000 personnes, pour vous donner une idée. Du coup, bon, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais une bonne audience de test, c'est entre 100 000 et 200 000 personnes. On va dire 100 000 et 300 000. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, le mieux, c'est de tester avec et sans. De toute façon, quand tu testes, en général, il faut taper large, au départ. Il faut réduire petit à petit, mais il vaut mieux commencer par taper large. Oui, mais imaginons, par exemple, tu cibles les agents immobiliers, puisqu'on est dedans. Ton audience, elle est de 150 000 personnes. Tu peux te dire, c'est correct, je vais leur lancer une pub, voir si ça marche ou pas. Si tu te poses la question, est-ce que je ferais mieux de cibler la population en général ou est-ce que je ferais mieux de cibler mon audience en sachant que ton audience a par exemple 4 millions de personnes et que l'audience Facebook, sans ciblage, c'est 36 millions de personnes? Tu peux te dire, je vais tester les deux. Je vais tester de faire de la pub sans ciblage et avec ciblage et voir ce qui donne le meilleur résultat. C'est sûr que tu peux pas comparer une audience de 150 000 personnes à une audience de 36 millions de personnes. Non, c'est un peu chaud. Voilà. Mais si t'es dans l'ordre des millions, tu peux te dire, voilà, je teste large et un peu moins large, voir ce que ça donne. Ouais, et donc du coup, ce serait plus une stratégie de B2C, ça. Ah non, c'est du B2B, parce que du coup, tu cherches l'entreprise et les postes. Non, mais de cibler très large toute la France... Ah oui. À mon avis, ça se fait en... Ah oui, ça peut se faire en B2C, oui. De toute façon, si vous vendez un truc qui est généraliste, vous vendez des t-shirts, vous pouvez cibler la France. Hein. Mais alors qu'en B2B, soit t'as le post, soit tu l'as pas sur Facebook, j'ai envie de te dire. Sinon, tu te prends pas la tête. Si tu tapes le post sur Facebook et qu'il n'existe pas, soit vous vous dites, je tente le tout pour le tout et je mets un texte vachement ciblé et je vois si l'algorithme il s'en sort. Soit vous allez voir ailleurs directement. Ouais. Et du coup, la pub, après, une fois que tu as réussi ton ciblage, en termes de budget... Alors forcément, le B2B, c'est plus cher que le B2C, en général. Généralement, c'est un peu plus cher. Après, c'est surtout une question de ce que va vous rapporter derrière le client, une fois qu'il est acquis en tant que lead ou en tant que client, avec un produit entrée de gamme pas cher, comme on avait dit. Surtout ce qu'il va vous rapporter. C'est-à-dire que
le B2C, si vous avez un client pour genre 2 euros qui vous achète un produit à 10-20 euros, mais que derrière il revient jamais. C'est une question de marge, en fait. C'est ça. Dans un premier temps. De marge et d'achat par la suite, en fait. C'est s'il achète pas aujourd'hui, est-ce qu'il va dépenser demain, potentiellement. C'est-à-dire que dans certains secteurs, tu peux avoir un litre à 200 euros qui va être rentable. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, justement. Si la personne, tu l'acquiers pour 2 euros, qu'elle dépense 20 euros, et puis c'est tout, ce sera toujours moins bien que d'acquérir un lead à 200 euros, mais qui va rapporter 1000 euros par mois, par exemple. Ouais, mais du coup, là c'est sur du long terme, quoi. Voilà, mais du coup, c'est un peu ça la différence avec le B2C, c'est que le B2C, vous dépensez pas forcément beaucoup pour acquérir un client, mais il va pas forcément vous rapporter beaucoup par la suite. Alors qu'avec le B2B, vous pouvez plus jouer sur le côté c'est ce qui va dépenser chez moi par la suite qui m'intéresse, en fait. Mais après j'allais dire ça dépend des e-commerce, mais il y a aussi des e-commerce B2B, du coup. Ouais. Et là, pour le coup, effectivement, la marge est moins élevée au départ, mais le principe reste le même. Ben c'est ça. C'est le même problème, il faut que, même s'ils acquièrent leur lead moins cher que, par exemple, quand vous vendez, allez, on va dire, on va partir dans les extrêmes, comme on dit au début du podcast, un service de coaching d'entreprise à 1200 euros. Si vous faites de la pub directement pour ça, ça vous coûtera beaucoup plus cher que si vous vendez un produit à 20 euros. Mais derrière, vous avez plus de chances que la personne revienne chez vous. Alors que quand vous vendez, par exemple, un site de e-commerce B2B qui va vendre des livres de motivation à 20 euros, ça lui coûtera moins cher que d'acquérir un client qui va dépenser 1200 euros chez lui. Mais derrière, il reviendra pas forcément derrière acheter parce que il a eu son livre et puis voilà. Ouais. Là, c'est... Du coup, on est sur la valeur à long terme et c'est encore un autre délire, quoi. C'est ça. Mais après, si le lead, il est chez toi, bon, tu sais pas combien de temps il va te... C'est ça. Il va te rapporter. Faut voir les chiffres globaux, en fait. Tu peux dépenser 10 000 euros en génération de leads pour avoir 10 000 leads. 10 000 euros, 10 000 leads. Au final, si t'en as 2 ou 3 parmi les 1000 qui te rapportent 40 000 euros, c'est rentable. T'as peut-être 9 995 qui vont rien faire. Mais voilà, après, donc en général, c'est plus cher en B2B de toute façon. C'est ça. L'acquisition va peut-être être plus chère, mais derrière, vous avez plus de chances d'avoir du bon retour sur investissement. Après, t'as les prix qui diffèrent en fonction de la qualité du lead. Ouais. Si tu fais une publicité hyper qualifiée pour une audience prête à l'achat, tu vas douiller, quoi. Tu vas douiller ton lead, mais il est plus proche d'acheter que quelqu'un que tu vas payer 50 centimes et qui n'achètera jamais rien, quoi. Ouais. Donc, faut voir ce qui est le plus intéressant. Faut voir quelle est la stratégie. De toutes les façons, la meilleure chose pour savoir si vous pouvez vous permettre ou pas, enfin, jusqu'à quel prix vous pouvez vous permettre d'acquérir des leads, c'est de calculer, en fait. Vous calculez en fonction des moyennes d'acquisition de chaque page, de chaque produit, chaque page du parcours d'achat. Vous calculez en fonction du pourcentage combien ça peut vous rapporter et vous calculez grâce à ça le prix maximum que peut vous coûter un lead, quoi. En fait, faut faire une formule, quoi. Combien t'as de budget publicitaire, combien va te coûter le lead, combien ça va potentiellement te rapporter. C'est ça. Sachant que t'as un taux de conversion de 3-4%. Ouais. Si ça te coûte 1000 euros, donc tu vas avoir à faire 30 ventes sur ces 1000 leads, par exemple. Est-ce que ces 30 ventes, elles vont rapporter plus que 1000 euros ? Combien vont te rapporter les 30 ventes avec ton produit le moins cher ? Ben, si tu vends un produit à 100 euros et que tu fais 30 ventes, bon, bah, t'as fait x3. C'est ça. Est-ce que c'est rentable une fois que t'as tout payé et que t'as payé ta pub ? Je sais pas, mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas leur vendre derrière ? Et du coup, c'est comme ça qu'on génère des leads aussi. On peut générer des leads en faisant des petits clients qui font 0 marge sur le coup, mais qui vont rapporter à long terme. Parce que, comme on dit toujours, une fois qu'ils sont dans votre liste, c'est acquis et c'est gratuit de les contacter. C'est ça. Et c'est très important d'avoir une liste et pas une base de fans Facebook ou une base d'abonnés LinkedIn. C'est ça. Parce que si demain LinkedIn il ferme ton compte pour une raison débile, parce qu'ils se sont plantés, parce qu'ils ont fait une erreur. Ou que LinkedIn il ferme tout court. Hein. Ou que LinkedIn ferme tout court, ça je pense que ça a peu de chances d'arriver, mais bon, admettons que pour X ou Y raison ton compte LinkedIn disparaisse, qui a de grandes chances d'arriver, hein,
on rigole, mais tu sais pas, des fois tu peux recevoir un mail en disant t'as été banni d'une plateforme. Ouais. Bon, pourquoi? Et tu sauras jamais pourquoi. Non, parce que personne te répond. Mais parce qu'en général, c'est des bots qui te bannissent parce qu'il y a une erreur quelque part, parce que l'algo est pas infaillible. Et que quand ils te bannissent, ils s'en foutent parce qu'ils ont 36 millions d'utilisateurs derrière, rien qu'en France. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas compter là-dessus. Même s'ils te bannissent pas, ils peuvent changer l'algorithme. Tu passes ta vie à faire de la course au hack. Et la course au hack, c'est nul, hein, on va pas se mentir. Si tu vas faire un hack qui va marcher 2 jours. C'est ce qu'on dit dans nos cours par mail. D'ailleurs, inscrivez-vous. go.lemarketing.café, inscrivez-vous. Vous aurez plein de mails. Vous allez recevoir plein de mails sympas. Plein de guides. Hashtag génération de leads dans un podcast. Vous pouvez aussi faire un podcast pour générer des leads. Oui, de toute façon, tout le contenu que vous pouvez faire, hein, que ce soit des vidéos sur YouTube, des posts sur Instagram, des posts sur Facebook, des articles de blog, des podcasts, tout le contenu que vous faites peut être générateur de leads. Bah ouais, ça en fait, faut avoir une stratégie. Si tu dis bonjour, comment ça va, tu vas pas générer de leads. C'est ça. Si tu fais une offre que tu demandes aux gens leur adresse mail pour X ou Y truc, tu génères des leads. C'est ça, faut avoir une stratégie. Faut savoir à qui tu t'adresses, quand tu t'adresses, quand tu t'adresses à eux. Ouais. De toute façon, c'est la base du marketing, hein. La bonne offre devant la bonne personne au bon moment. C'est ça. Et là, t'as gagné. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour pour ce premier podcast. Ouais. On va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Donc, pour résumer, si vous voulez générer des leads, connaissez votre client et allez le chercher là où il est. C'est ça. Tout simplement. Je dis tout le temps tout simplement parce que ça paraît évident, mais c'est faites des recherches, générez vos leads. Et générer les leads, encore une fois, c'est que la première étape, mais c'est hyper important. Et surtout, générez pas vos leads avec des fans Facebook. Récupérez des adresses mail, des bonnes de préférence, c'est bien. Pas adresse mail poubelle des chasseurs de gratuits. C'est ça. Et adresse que personne ne va jamais consulter. C'est ça. Et voilà. Ça me paraît pas mal. Ouais. Et du coup, on vous retrouve dans le groupe Facebook. Dans le groupe, sur le site, par mail, vous inscrivez, on vous envoie des mails régulièrement. go.lemarketing.café. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, sur ce, on vous dit à bientôt dans le groupe. Prochain podcast, on va en faire un par mois, de toute façon. Ouais. On vous tiendra au courant du thème. Hein. Ouais, on vous tiendra au courant du thème. De toute façon, ça va sûrement se baser sur les sondages. Ouais. Et si vous voulez générer des leads aussi, on a une formation là-dessus. Mais il faut nous envoyer un mail pour avoir le lien. Et c'est la formation qui s'appelle Machine à lead et qui va vous aider à générer des leads avec la pub Facebook pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Mais le principe, vous pouvez l'utiliser pour tous les canaux d'acquisition. C'est ça. Si votre cible n'est pas sur Facebook, on parle quand même du grand principe de génération de leads que vous pourrez utiliser partout, tout le temps, à long terme, qui n'est pas prêt de bouger. Et on va aussi rajouter d'autres modules. Hein. Petit teasing. Autre que Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est pas chère parce qu'il n'y a que Facebook. Mais demain, quand on va rajouter Google, Insta en organique, je parle, hein, parce que la publicité Facebook, c'est déjà le cas. Mais quand on va tout rajouter, le prix va augmenter petit à petit. Et vous pourrez avoir le lien que si on vous envoie la promo ou si vous nous envoyez un email, parce qu'on va quand même limiter les places. Ouais. Et voilà, et sur ce, on a fait de la génération de leads et de la vente. Ouais. Donc on va s'arrêter là. Oui. Et puis on vous dit à bientôt dans le groupe ou au mois prochain pour le prochain podcast. C'est ça. Salut. À bientôt.